La grogne sociale se poursuit. Les enseignants du supérieur ont entamé ce mardi matin un autre mouvement de grève. Ils réclament de meilleures conditions de vie et de travail. Nous parlerons également de la conférence de presse organisée à l'occasion de la 32e journée mondiale de lutte contre le sida. Cette année, le thème choisi est « Défis et solutions en contexte de crise pour un Mali sain ». Et enfin, nous célébrons également la Journée internationale des personnes handicapées ce 3 décembre. À cette occasion, des jeunes en situation de handicap ont battu les pavés de Bamako pour dénoncer le non-respect des droits des handicapés au Mali. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur LTV pour cette nouvelle édition. Je le disais à l'instant, le syndicat national de l'enseignement supérieur a mis en exécution son préavis de grève illimité ce mardi 1er décembre 2020 suite au report des négociations par le gouvernement. Rappelons que ce préavis de grève avait été déposé sur la table du gouvernement depuis le 16 novembre dernier. Selon le docteur Abdou Malé, secrétaire général du Sinesup, cette situation est due au manque de préparation de la partie gouvernementale. Propos recueillis, Madina Traoré et Diakaridja Dambélé. Nous avons déposé un préavis de grève illimité le 16 novembre. Les négociations avaient démarré le samedi 28 novembre. Pour les mêmes raisons que la grève perlée, nous sommes rendus compte que le gouvernement, la partie gouvernementale n'était pas du tout prête pour les négociations. Et voilà, donc la bonne preuve pour la première phase, les 48 heures, le 22 octobre, les négociations devaient démarrer le jeudi. La partie gouvernementale n'avait même pas un mémoire à défense. Ils ont demandé de bien vouloir remettre les négociations le lendemain, vendredi. Nous nous sommes rencontrés, on a négocié sur 29 points ces jours-là, un seul point qui même a fait l'objet d'un désaccord. Voilà, donc cette fois-ci, le 28 novembre, samedi passé, nous sommes rencontrés pour les négociations. La partie gouvernementale nous a demandé, comme notre préavis est structuré, les 30 points sont structurés en 7 groupes. Le premier groupe concerne les points statutaires, le second groupe les heures supplémentaires, le troisième groupe le recrutement, le quatrième groupe la gouvernance, cinquième groupe les infrastructures, le respect des cadres organiques, sixième groupe les infrastructures, et septième groupe la sécurité dans l'espace universitaire. Alors, ils nous ont proposé comme méthodologie, d'habitude nous commençons par le premier point. Alors, en la matière, le premier point correspond au point statutaire, à savoir l'application de la grille plafond 3000, l'application également de l'article 66-97 du statut des anciens chercheurs, et également l'application de l'article 34 du décret d'application du statut des anciens chercheurs en date du 9 octobre 2017. Voilà, ça sont les points statutaires qui normalement ne sont pas négociables puisqu'ils relèvent du domaine de la loi déjà adoptée et signée par le président de la République. Donc, de notre point de vue, c'est une demande d'application pure et simple des textes, c'est-à-dire de la loi du statut qui régit les anciens chercheurs du Mali que nous avons décroché de haute lutte en 2017 suite à 80 jours de grève signé le 27 septembre 2017, dont le décret a suivi le 9 octobre 2017. Donc il s'agit de ces deux documents majeurs qui réglementent la vie, le travail des anciens chercheurs au Mali. Lorsque on veut occulter ces aspects, nous disons non, nous ne sommes pas d'accord. Voilà pourquoi nous avons demandé
de suspendre encore une fois ces négociations. Mais cette fois-ci, nous ne pouvons plus rencontrer les conseillers qui ne portent aucun pouvoir de décision. Maintenant, nous avons exigé la présence des ministres. Si les ministres ne peuvent pas venir, nous demandons le président de la République sur la table et son premier ministre, puisqu'il s'agit de l'université. Il s'agit d'une grève illimitée des universitaires. Donc, nous ne sommes pas d'accord qu'on nous envoie des gens pour nous distraire. Voilà, madame, ce qui s'est passé, ce qui nous a poussé à poursuivre, à déclencher la grève illimitée. Oui, sur les 30 points, il n'y a aucun point d'accord, puisque les négociations n'ont même pas proprement commencé. Nous n'avons pas demandé tout et tout de suite. Certaines revendications, c'est bien ça, peuvent s'inscrire dans la durée, par exemple les infrastructures. Maintenant, en ce qui concerne les revendications d'ordre statutaire, ça ne peut pas attendre. Ça relève de la loi, ça ne peut pas attendre. Il faut que ces articles soient immédiatement appliqués. Parlons à présent santé. Chaque année, la journée mondiale de lutte contre le sida est célébrée à travers le monde le 1er décembre. Au Mali, pour donner plus de poids à cette journée, malgré le taux de contamination d'une autre maladie virale, le Covid-19, le secrétariat exécutif du Haut Conseil national de la lutte contre le sida au Mali a montré son intérêt à cette édition 2020 en organisant une conférence de presse autour de la lutte contre le VIH-Sida. Pour en savoir plus, je vous propose de suivre ce reportage signé Kadiatou Guindo et Diakarija Dambélé. Cette conférence de presse a été organisée par le secrétariat exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida au Mali, dans le cadre de la 32e journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida. L'objectif était de donner des informations sur la situation du VIH dans notre pays, selon Dr Mamadou Keïta, chef de la division prévention et prise en charge médicale et psychosociale à la cellule sectorielle de lutte contre le VIH-Sida au ministère de la Santé. L'objectif de cette conférence était de donner l'information aux journalistes sur la situation du VIH au Mali. Et dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le VIH qui est célébrée chaque année le 1er décembre, mais le Mali élargit les activités à tout le mois de décembre contre le VIH. À partir de cette année, c'est que nous célébrons cette journée dans un contexte de Covid, comme vous le savez, et qui fait que les activités comme ça se passait par le passé ne seraient pas exactement de la même manière cette année à cause de Covid. Des activités de regroupement de masse, de sensibilisation de grande envergure ne sont pas faites, mais les médias peuvent nous permettre d'atteindre la population dans leurs salons, dans leurs lieux de travail et pour donner la vraie information sur le VIH. Le thème de cette année, comme ça a été dit, c'est un défi et solution dans un contexte de crise pour un Mali sans sida. Donc c'est pour dire que la fin du sida est possible. C'est ça le thème que le Mali a retenu comme thème national. Le Covid, c'est vrai, a perturbé beaucoup de choses, mais le VIH, la lutte contre le VIH reste toujours d'actualité parce que c'est une maladie, quand on ne maintient pas cette lutte-là, on va prendre des risques d'augmentation des cas de VIH dans le pays. Ce ne serait pas une bonne chose. Et pour cela, nous avons mis des stratégies en place pour que les gens qui veulent se faire dépister, ils puissent avoir différentes offres de services de dépistage. Ils peuvent venir au niveau des centres, ils peuvent même avoir des tests qu'on appelle les autotests pour faire le test soi-même et en fonction du résultat, aller vers un centre maintenant pour la suite. Et également faire en sorte que tous les malades qui sont sous traitement puissent continuer à avoir leur traitement correctement pour éviter les ruptures de médicaments qui vont entraîner une reprise de la maladie. Le plus important est que les gens qui sont malades puissent avoir les soins de santé à côté d'eux. Et c'est pour éviter de faire des distances pour venir se faire dépister, faire des distances pour venir prendre le traitement, ainsi de suite. Donc pour cela, des messages vont suivre, des messages de sensibilisation de la population qui ont toujours été dits, qui est à savoir que le VIH est une maladie qui ne se transmet pas par les voies que les gens croient. Les voies de transmission sont connues, on explique aux malades qui sont la voie sexuelle, la voie par le sang ou de la maman à l'enfant. Donc ce sont ces principes qu'on va expliquer, qui vont accompagner
c'est cette décentralisation au niveau des centres les plus proches des malades, pour qu'à tous les niveaux, qu'on sache que le VIH, c'est une maladie comme les autres. Comme quelqu'un qui a son paludisme, il doit aller dans un centre de santé se faire traiter. Quelqu'un qui a son VIH aussi, il doit aller dans un centre de santé se faire traiter. Donc c'est ce message qui va accompagner cette décentralisation pour qu'on démystifie le VIH, que le VIH c'est une maladie comme les autres et les malades qui vivent avec le VIH doivent être traités avec dignité, doivent être traités avec humanité, ne doivent pas être des gens qui doivent être victimes de discrimination ou d'exclusion sociale. Ils sont comme tous les autres malades, ce sont des Maliens, ils doivent bénéficier de toute notre attention pour qu'ils puissent faire le traitement et éviter la propagation de la maladie dans la communauté. Lancer un appel à la population pour dire que le VIH est une maladie comme les autres et que chacun de nous doit se faire dépister, connaître son statut à temps. Et si le statut est positif, qu'on sache qu'il y a les traitements et le traitement est efficace qui permet d'avoir une vie saine et vaguer à ses occupations comme tout le monde. Donc cet appel, je le lance à toute la population malienne. On a besoin que chacun connaisse son statut vis-à-vis du VIH pour permettre de contrôler l'épidémie du VIH au Mali. Alors que l'attention du monde entier est portée sur la crise liée à la maladie à coronavirus Covid-19, la Journée mondiale du sida est l'occasion de rappeler qu'il ne faut pas perdre de vue une autre pandémie mondiale toujours présente près de 40 ans après son apparition. Santé toujours. Savez-vous que plus d'1 milliard de personnes vivent avec un handicap à travers le monde? La journée instituée par les Nations Unies en 1992 est l'occasion d'attirer l'attention des décideurs et partenaires sur leurs préoccupations. C'est dans ce contexte que des jeunes ont décidé de marcher ce jeudi matin vers la primature pour rencontrer le Premier ministre chef du gouvernement afin de lui rappeler l'application de la loi relative aux droits des personnes qui vivent avec un handicap. Reportage. Le handicap physique en est synonyme de condamnation à l'échec. Il ne devrait non plus constituer une raison de se laisser engloutir par les fatalismes qui, en réalité, est aussi mortifère que les handicaps proprement dits. C'est dans cette logique que les Nations Unies ont initié une journée internationale des personnes handicapées. Célébrée chaque année au Mali, la particularité de l'organisation de cette journée à Bamako est la marche du collectif des handicapés diplômés du Mali. Ils étaient à peu près une trentaine de jeunes handicapés et d'albinos à manifester sur la primature. Ce matin, nous sommes rassemblés dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des personnes en situation de handicap qui a été décrétée par les Nations Unies depuis 1992. Nous avons profité de cette journée pour pouvoir réclamer l'adoption du décret d'application de la loi numéro 27/2018 portant sur la protection des personnes en situation de handicap. Donc, nous, en tant que personnes atteintes d'albinisme, vous savez que depuis 2018, à Fana, il y a eu l'assassinat de la petite Ramata Diarra. Donc Ramata n'est pas la seule victime de ces rites, de ces mythes erronés. Donc nous réclamons justice pour la petite Ramata, car jusqu'à présent nous ne savons pas qui est l'auteur de cette attaque. Nous sommes très conscients de la situation qui prévaut sur le Mali, des attaques terroristes, mais nous réclamons aussi notre droit, parce que sans ça nous ne pouvons pas étudier. Nous avons notre droit et notre accès à la santé est très limité. Nous avons eu des frères et sœurs qui ont passé à la fonction publique dernier, parce que sous le régime IBK, il y a eu un décret qui a institué le quota de 5% pour les personnes en situation de handicap. Mais ces personnes doivent avoir 10 sur 20. Voilà, donc c'est lors de l'apparition des résultats, ces personnes, leur nom figurait sur la liste des admis. Et ces personnes jusque-là n'ont pas leur arrêté pour pouvoir commencer le travail. Nous avons une sœur qui était jusqu'à Gao. Elle est venue à Bamako pour son arrêté. À son retour, son mari l'a divorcée parce que le mari pensait qu'elle est venue faire autre chose que ce qu'elle avait dit. Donc nous souffrons en silence. Nous n'avons pas de voix, notre voix porte très peu. Donc nous avons profité de cette journée pour pouvoir vraiment hausser la voix, pour pouvoir attirer l'attention et l'opinion internationale et nationale pour que les gens puissent comprendre ce dans quoi nous vivons.
Selon Sidi Mohamed Koulibaly, président du CODE, le gouvernement ne parvient pas à tenir compte des préoccupations des handicapés. Jusqu'à présent, les décrets ne voient pas le jour. Nous réclamons la signature du décret d'application de la loi relative aux droits des personnes handicapées et l'exécution de ces dossiers qui sont au niveau de la fonction publique. Voilà ce que nous avons demandé à la République du Mali. La protection, une protection suffisante, particulière. Nous venons de discuter avec les membres du gouvernement. Notre objectif aujourd'hui, c'était de venir rencontrer Monsieur le Premier ministre de la République, la deuxième personnalité, donc pour transmettre un message, le message que nous venons de dire, et de dire aussi que nous sommes des Maliens et des citoyens comme les autres Maliens. Mais malheureusement pour nous, le Premier ministre s'est dit chargé aujourd'hui qu'il ne peut pas nous recevoir, que de remettre à un autre jour. Mais nous avons espoir en République du Mali, nous avons espoir aux personnes en situation d'handicap. Nous les demandons au Premier ministre, au président de la transition, de faire signer ce décret d'application pour que les conditions de vie des personnes handicapées puissent connaître une amélioration en République du Mali. Après plus de 2 heures passées devant la primature, le collectif n'a malheureusement pas pu rencontrer le Premier ministre, chef du gouvernement, pour cause de l'agenda chargé de Mokhtar Ouane en ce jour de fête pour les handicapés. Vivement la prochaine édition. Et enfin, les responsables de l'initiative Zéro Violence étaient face à la presse ce mercredi 2 décembre 2020 à la Bourse du Travail. L'objectif était d'inviter les uns et les autres à soutenir la transition qui est en cours au Mali afin de faire sortir notre pays de cette crise qui n'a que trop duré. Pour en savoir plus, écoutons Mamadou Sidibé, porte-parole de l'initiative Zéro Violence. Il est au micro de Kadiatou Lindo. Aujourd'hui, si plainte devrait y avoir, elle devrait et ne pouvait venir que de l'initiative Zéro Violence. Car de 2018 à nos jours, que n'avons-nous pas entrepris pour éviter à notre pays une seconde crise institutionnelle? Conférences de presse, campagne de sensibilisation de proximité, points de presse, distribution de flyers, débats radiophoniques, télévisuels et autres. En plus des efforts inlassables de l'initiative Zéro Violence, quand les contestations ont atteint un seuil critique, 5 chefs d'État de la CEDEAO se sont privés de leurs charges présidentielles pour venir parler entre les fils et les filles d'une même famille qu'était le Mali. Malgré l'hospitalité ou le djatiguia légendaire et séculaire des Maliens, d'aucuns ont trouvé les moyens de manquer à la limite de respect à ces chefs d'État qui n'ont rien fait d'autre que de jouer leur rôle de bon voisinage dans notre propre intérêt. Hélas, ce qui devrait arriver, arriva. Malgré ces rendez-vous de l'histoire manqués avec les chefs d'État de la CEDEAO, après la démission du président de la République, la frange la plus importante des contestataires s'est ravisée vite et très vite et ont compris qu'il fallait aujourd'hui aborder dans le même sens que l'initiative Zéro Violence pour tenter de sauver l'épée qui reste du Mali. À encourager bien évidemment que nous estimons que les détracteurs de la transition en définitive ne sont ni plus ni moins que les ennemis de la nation malienne. Sinon, comment comprendre qu'après avoir souhaité, cherché, imploré la chute d'un président démocratiquement élu, c'est-à-dire passer par une transition, que vous poussiez ne pas être en phase avec cette même transition? Cela relève de la sorcellerie à notre entendement. Pourtant, vous devriez vous estimer heureux, car la situation dans laquelle les militaires ont pris le pouvoir exigeait, selon nous bien évidemment, l'instauration d'un régime d'exception. Car
le Mali était dans une situation de péril grave et ne pouvait assurer sa sauvegarde qu'en méconnaissance des règles qui régissent son organisation et ses pouvoirs. C'est pourquoi, encore une fois, nous rappelons aux hommes politiques, notamment les acteurs de mars 1991, qu'on ne peut souhaiter et encourager la chute de 2 présidents démocratiquement élus par 2 coups d'État en 2012 et en 2020 et exiger l'application des règles démocratiques. Cela n'est pas admissible, très sincèrement. Aussi, de leur rappeler que quand il s'agira de faire un choix entre le devenir et l'avenir de la nation malienne et ceux de la démocratie, nous leur faisons comprendre que le choix est vite fait. C'est-à-dire que le choix va à l'endroit de la nation malienne. Les autorités de la transition se doivent de privilégier l'intérêt du peuple et non celui des hommes politiques, qui ne représentent pas plus que 1 à 2% de la population. Nous en appelons également au sens très élevé de l'ensemble des syndicats de notre pays, en leur invitant à ne pas faire du terrain syndicaliste un terrain de défiance. De tels agissements ne peuvent qu'entacher la lutte très noble que constitue la lutte syndicale. De rappeler aux syndicats qu'il est impossible de dissocier l'intérêt des travailleurs à celui de l'État, car il y a commutativité, voire un système de vase communicant. Sans travailleurs, il n'y a pas d'État. Sans État, il n'y a pas de travailleurs. Au regard de ces conseils du sage malien, notre grand-père Fé Amadou Ampateba, je cite, « Nos dirigeants ne sont pas des vaches laitières, mais des bergers qui conduisent bien évidemment les laitières au pré. » Il nous dit également que si nous voulons que nos chefs soient justes, que nous devons savoir quoi leur demander. Qu'après tout, que c'est de nous que les chefs tireront, bien évidemment, ce que nous leur demanderons. Nous, Initiative Zéro Violence, trouvons inadmissible que des partenaires extérieurs, comme l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies, puissent créer un groupe de soutien à la transition malienne au Mali, pendant que les Maliens eux-mêmes sont dans les intrigues. Cela, nous trouvons cela inadmissible. Il est donc impérieux que nous nous ressaisissions et que nous mettons le Mali au-dessus de tout. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très vite sur LTV.